Le prix du pétrole est-il encore un problème? Chers amis, bienvenue à une nouvelle édition du Fast and Forex. Restez avec moi jusqu'au bout parce que je vais vous montrer plein de choses intéressantes. Oui, naturellement, la situation géopolitique est ce qu'elle est. Oui, le prix du pétrole reste globalement un challenge et probablement le facteur décisif numéro un pour ce que s'apprête à mener la Fed comme politique monétaire à la rentrée. Mais la semaine dernière ont été mis à jour les tout derniers chiffres de l'inflation US qui montrent que non, la hausse du prix de l'énergie ne se transmet pas à l'économie dans sa profondeur. Il y a, si vous voulez, une hausse du prix du pétrole, mais à côté de ça, des pressions des inflationnistes massives dans tous les autres compartiments, même les fameuses assurances automobiles. Et en réalité, que ce soit l'inflation sous-jacente ou finalement, vous savez, le fameux TRIN, MIN, PCE, ce que regarde la fête de Kevin Warsh, la véritable inflation profonde, elle ne bronche pas. Voilà à quoi vous allez assister dans cette nouvelle vidéo. D'abord, je fais un point sur la réalité du trafic maritime au sein du détroit d'Ormuz. Il faut toujours prendre du recul et raisonner en termes de moyenne mobile. Vous allez voir, les chiffres sont très intéressants. Deuxième partie, inflation US. Et si finalement le prix du pétrole n'était pas un problème profond? Oui, c'est un problème conjoncturel, mais si ce n'était pas un problème profond? Démonstration, chiffres à l'appui, argumentation chiffrée. Le statu quo de la Fed sera-t-il préservé à la rentrée? Je vous montre les dernières anticipations. Pétrole, analyse technique. Le risque est-il écarté? Quels sont les seuils techniques qui comptent vraiment? Au-dessus duquel c'est chaud, c'est la seconde vague. En dessous duquel c'est bon, c'est l'apaisement. Et bien sûr, le no man's land, la zone de l'entre-deux. OPEP, on n'en parle pas beaucoup, mais la normalisation, malgré l'actualité géopolitique, elle se fait petit à petit. Je vais montrer les tout derniers chiffres selon le dernier rapport mensuel de l'OPEP. C'est très intéressant. Les institutionnels, selon les dernières données publiées par le rapport Commitment of Traders de la CFTC, le régulateur des contrats à terme aux States, au Status, ne joue pas la seconde vague de hausse du prix du pétrole. Et enfin, gaz et urée très rapidement, les choses sont encore techniquement sous contrôle. Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, c'est parti les amis, en attaque. Donc le plan que je viens de vous donner s'affiche ici à nouveau sous vos yeux, Hormuz, où en est vraiment le trafic maritime. Donc, alors ça c'est pour rappeler aussi qu'il y a un autre sujet, il ne faut pas oublier le détroit de Bab el-Mandeb. Alors, on n'en parle pas beaucoup. Attention, il y a des mouvements autour du Yémen. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui continue d'être important de surveiller, même si le vrai sujet reste le détroit d'Ormuz. Moi, je vous remontre très brièvement ce site qui est majeur, qui est donc, que je vous ai déjà montré une fois, et qui permet de comprendre la réalité de la reprise. Nous sommes quand même encore loin d'une reprise, euh, ou en tout cas d'un retour au monde d'avant. Bien sûr, tout ça il y a l'évolution de la situation géopolitique, mais je vous remonte donc ce site qui est construit par l'université d'Oxford, édité donc par le Fonds monétaire international. Et donc, en gros, concentrez-vous sur la ligne jaune et la ligne en pointillé noir. La ligne jaune, c'est la moyenne mobile à 7 jours du trafic maritime entrant. La ligne en pointillé noir, c'est là où cette moyenne mobile était, mais il y a exactement un an. Donc là, c'était début février, toute la phase de combat. Et depuis donc juin et ce cessez-le-feu qui est pas vraiment respecté, on voit donc qu'il y a un rebond, mais nous sommes quand même, il y a encore un écart, hein. C'est-à-dire la moyenne mobile, là, elle est remontée à 34 navires entrants. Là, c'est même retombé à 15. Il y a un an, au même moment, on était plutôt autour des 80, 90. Donc, on voit qu'il y a quand même donc, un début de normalisation du détroit d'Ormuz, mais que la situation reste compliquée et que même au plus haut de la reprise fin juin, la moyenne mobile n'a pas dépassé donc les 34 navires entrants. Donc la situation reste quand même compliquée. Et quand bien même, en fait, quand bien même la situation géopolitique évolue entre les États-Unis et l'Iran, on voit que les choses prendront dans tous les cas du temps. Inflation, le prix du pétrole n'est plus un problème. Observons les derniers chiffres du CPI et du PPI. Alors, attendez, je m'explique tout de suite avant que vous puissiez exprimer vos critiques. Je dis
que le prix du pétrole est naturellement un problème. Oui, bien sûr que s'il se maintient à un niveau élevé tout l'été, il peut compliquer la tâche de la Fed. Mais ce que je dis, et c'est ce que montrent toutes les dernières données concrètes et même comptables, enregistrées d'évolution des prix aux États-Unis, tous secteurs confondus, c'est que la hausse du prix du pétrole n'est pas un problème profond. Il y a des pressions des inflationnistes telles dans les autres secteurs de l'économie, dans l'automobile, dans l'industrie, dans les services, dans les assurances, dans la santé. La désinflation est tellement forte, pour des raisons structurelles qui les concernent, que la hausse du prix du pétrole ne s'est pas transmise à ces secteurs. Et que, rappelez-vous, cette fameuse inflation sous-jacente, la core inflation, elle est en baisse. En baisse. Elle ne cesse pas de baisser. Bon, en tout cas, selon le CPI. Et c'est flat selon le trim mean, que ce soit d'ailleurs le trim mean PCE ou CPI. Alors bien sûr, si le prix du pétrole reste élevé encore plusieurs mois et que ça finit par se transférer à l'inflation sous-jacente et au trim mean, je vais vous expliquer tout ça, là c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus... Le prix du pétrole est un problème, il faut le remettre dans son contexte. Donc, observons, écoutez, je vous montre tout d'abord les fameux donc, tout derniers chiffres. Tout d'abord, ici, vous avez donc, ça a été publié la semaine dernière, l'évolution mensuelle de l'inflation nominale, moins 0,4. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était la crise sanitaire. L'évolution mensuelle de l'inflation nominale, moins 0,4. La dernière fois que c'était négatif, c'était les confinements, c'était l'économie à l'arrêt. C'est chaud quand même. Alors oui, le prix du pétrole a baissé, mais quand même, le consensus n'était pas aussi bas. Il y a des pressions des inflationnistes à côté. L'économie ralentit. On ne monte pas les taux dans une économie qui est ralentie et qui est soumise à d'autres pressions des inflationnistes. D'ailleurs, Kevin Warsh ne se presse pas du tout et lui veut jouer la carte du statu quo, sauf si vraiment il n'a pas le choix. Mais donc, ça c'est l'inflation nominale en mensuel. Non, ça c'est le PPI en mensuel. Pareil, il est ressorti négatif. Ça c'est le plus important. C'est la version sous-jacente du CPI en version annuelle. 2,60. On est retombé à 2,60. C'est retombé à 2,60. D'ailleurs, regardez, l'épisode géopolitique n'a eu qu'un impact de stabilisation de l'inflation sous-jacente. Quand on parle de seconde vague d'inflation liée à la géopolitique, ça, c'est une vague d'inflation. Voilà le CPI sous-jacent qui exclut notamment le pétrole après la crise sanitaire. Ça, c'est une vague d'inflation. Ça, c'est pas une vague d'inflation. Ici, tu montes les taux. Ici, tu les montes, tu fais une erreur. C'est tout. Alors, bien sûr, si la trajectoire change, c'est pas la même chose. Mais au stade actuel, il n'y a pas de raison de les monter. Surtout que le taux de la Fed est beaucoup plus élevé que celui de la BCE. Donc ça, c'est le chiffre que personne n'attendait. Personne ne l'attendait. Il est tombé la semaine dernière. Lorsqu'on regarde d'ailleurs dans le détail, on voit très bien là les deux courbes qu'on parle, l'inflation nominale et sous-jacente. On voit que c'est l'inflation nominale rebondit à cause du prix du pétrole. L'inflation sous-jacente n'a pas bronché, en grande partie parce que vous avez à l'intérieur des composantes qui dropent. Même l'inflation des nouvelles voitures est à zéro. Il y a à l'intérieur, notamment du côté dans la profondeur industrielle, dans la profondeur de la multitude des services de l'économie, eh bien, des pressions des inflationnistes qui sont fortes. Et d'ailleurs, en version mensuelle, l'inflation sous-jacente est ressortie à zéro en juin. Donc en fait, au stade actuel, depuis février dernier, la hausse du prix du pétrole, mais aussi de l'engrais urée qui est lui retombé tout en bas et du gaz, n'a pas eu d'impact sur l'inflation profonde de l'économie. Alors bien sûr, si le prix du pétrole reste élevé pendant un an, ça va changer. Mais pour l'instant, mars, avril, mai, juin, à 5-6 mois, ça ne suffit pas. Donc ça montre à quel point, vous savez, si le prix du pétrole, s'il n'y avait pas eu cette phase géopolitique, la Fed baissait les taux cet été. Il n'y a pas le choix, tellement il y a de pression des inflationnistes. Donc, et tant que la situation géopolitique n'est pas apaisée, pour de bon cette fois-ci, la Fed ne peut pas baisser les taux. Mais elle peut ne pas les monter. Elle peut donc observer un statu quo. Et les chiffres de la semaine dernière, que ce soit donc le CPI, que ce soit le PPI,
eh bien, vont dans le sens de ce statu quo. Donc ces chiffres, la semaine dernière, qui sont tombés sont très intéressants et ça rappelle à quel point je vous ai remis ici dans le tableau des informations qui sont intéressantes, qui sont déjà le poids direct et indirect du prix du pétrole dans le CPI et le PCE nominal. Je vous rappelle que dans la version sous-jacente, core inflation, core CPI, core PCE, il n'y a pas le pétrole, il n'est pas dans le calcul. D'ailleurs, c'est ça que regarde la Fed. Mais que dans l'inflation nominale, on a quand même un poids direct et indirect de 10 à 20%. Et la Fed, elle regarde le sous-jacent. Je vous ai montré que le sous-jacent ne bronche pas. Alors, le PCE sous-jacent, lui, il a un peu remonté. Ça, c'est un fait. Mais la Fed, et surtout Kevin Warsh, elle regarde. Donc, le prix du pétrole, oui, est un problème pour l'inflation nominale. Le prix du pétrole. Qu'est-ce que nous montrent les derniers chiffres? Que oui, le prix du pétrole est un problème pour l'inflation nominale, mais qu'au stade actuel, il n'est pas un problème pour l'inflation profonde, pour l'inflation qui se diffuse à toute l'économie, dans toutes ses couches et sous-couches, et que peut-être qu'il n'est plus un problème, tellement il y a des pressions des inflationnistes à côté, que même la hausse du prix du pétrole ne va pas venir casser. D'où l'optique du statu quo. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kevin Warsh a conscience de tout ça et son équipe. C'est pour ça qu'ils regardent surtout le Three-Min PCE édité par la Fed de Dallas, qui, elle, mesure l'inflation dite de second tour, la vraie inflation globale. Cette, ce Three-Min, PCE, ce Three-Min PCE, qui est ici sous vos yeux, Three-Min PCE Inflation Rate, ne bronche pas. Il y a eu un léger rebond depuis le début du conflit, mais regardez comment l'inflation profonde s'était emballée au moment de l'inflation post-crise sanitaire. Ça, c'est une vague d'inflation. Ça, c'est pas une vague d'inflation. Ça, c'est une vague d'inflation. Ça, c'est une désinflation. Ça, c'est une inflation stable. Et là, c'est stable. Donc, cette inflation dite de second tour, profonde, qui se diffuse à toute l'économie, pour l'instant, eh bien, le prix du pétrole, pour elle, n'est pas un problème. Alors, prix du pétrole qui se maintiendrait plusieurs mois au-dessus de 90-100 dollars, finirait peut-être par impacter cette inflation profonde. Probablement. Mais dans ces cas extrêmes temporels, pas au stade actuel. Et tout ça, ce sont des données toutes récentes. Et d'ailleurs, la version temps réel proposée par Trueflation du Tree Mean PCE est à 2 et elle bouge pas. Voilà. Alors bien sûr, ça peut changer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc tout ça est complètement passionnant, enfin moi ça me passionne en tout cas. Le statu quo de la fête sera-t-il préservé? Bon, est-ce que le statu quo de la fête sera préservé? En tout cas, la fête de Kevin Warsh fait tout pour. Déjà, elle est sérieuse, elle regarde les chiffres. Les chiffres récents publiés autorisent le statu quo. Peut-être qu'il faudra passer à la rentrée une hausse d'autotechnique, notamment si le prix du pétrole ne retombe pas sous certains seuils. Car s'il ne repasse pas sous un certain seuil, le prix du gallon aux États-Unis restera trop élevé. Et peut-être que, et encore c'est pas sûr, parce que si l'inflation sous-jacente reste basse, ce n'est pas nécessaire. Mais oui, le prix du pétrole reste quand même un souci. Et c'est pourquoi il va falloir regarder donc au stade actuel, c'est du 50-50 pour la réunion, du mois pour la réunion du mois de septembre. Pétrole, analyse technique, le risque, n'est pas écarté tant que donc là, je vais vous donner exactement les bons repères techniques à suivre pour le prix du pétrole. En gros, retenez, c'est neutre entre 65 et 87 dollars. C'est ce que montre l'analyse technique sur les 3 horizons de temps que je regarde, monthly, weekly, daily. C'est neutre entre 65 et 87 dollars. Ça pue au-dessus de 87 dollars. C'est l'accélération versant. C'est l'apaisement final, définitif, sous 65. Sous 65, c'est même peut-être des baisses de taux qui reviennent. Entre 65 et 87, ça peut être le statu quo. Au-dessus de 87, c'est ce que j'appelle la hausse de taux technique de la rentrée pour assurer la crédibilité de la Fed. Mais une hausse de taux technique qui est passée parce que c'est pas une hausse de taux qui va casser le prix du pétrole, c'est la situation géopolitique et les détroits d'Ormuz. Donc une
telle hausse de taux ne serait faite que pour assurer la crédibilité de la Fed et être en accord avec les taux du marché. Do you copy me, guys? Bon, important. Donc, les choses sont passionnantes. Regardez, en monthly, en monthly, c'est flat. Ishimoku monthly, entre 65 et 87. La Kijun mensuelle de nuage, c'est complètement neutre entre 65 et 87. C'est confirmé en weekly. On a cet énorme niveau d'Ishimoku à 87, Kijun weekly, Kijun mensuel, et le gap, le fameux gap haussier du lundi 2 mars, dans lequel les prix ont réagi, et qui revient rejoindre le Kumo weekly. C'est magnifique, regardez comme c'est magnifique. Tout combine, on a une conjonction, on a une conjonction de facteurs au même endroit. Les seuils techniques sont limpides, je vous le dis. Sous 65 $, retour des baisses de taux. Statu quo entre 65 et 87. Au-dessus de 87, il y aura une hausse de taux dite technique pour assurer la crédibilité de la Fed. Car ce n'est pas une hausse de taux qui fait baisser le prix du pétrole, ça n'a aucun impact. La hausse de taux n'a aucun impact sur le prix du pétrole. Situation géopolitique, oui. Mais une hausse de taux au-dessus d'un certain prix du pétrole, c'est pour assurer la crédibilité de la Fed. Parce que mathématiquement, l'inflation nominale rebondit et qu'il faut bien faire son job. Alors après, la Fed pourra toujours dire, on regarde l'inflation sous-jacente, le trim mean, et lui, il bouge pas, donc bah non, ce sera statu quo quand même. Bon, ils vont faire le max pour conserver le statu quo. Si c'est pas le cas, c'est pour assurer la crédibilité de la Fed. Et en soi, c'est aussi positif. Vous voyez un peu comme le mec que je suis voit le verre à moitié plein. Hein. Bon. Chacun est comme il est. Donc, en gros, juste factuellement, par rapport au titre de la vidéo, le prix du pétrole est-il encore un problème? Concrètement, oui, ça l'est, tant qu'on est au-dessus du gap haussier du lundi 2 mars. Ça l'est tant qu'on est au-dessus du gap haussier du lundi 2 mars. En dessous, définitivement, ça ne l'est plus. Repasser sous ce gap, ne me parlez plus du prix du pétrole, passez à autre chose, ça sert à rien. Par contre, voilà, au-dessus de 80, c'est alerte rouge, et au-dessus de 87, attendez-vous à une hausse de taux à la rentrée. Retenez bien tous ces seuils. 65, 80, 87. Retenez bien tous ces seuils, cette cartographie, prix du pétrole, perspective de politique monétaire. Elle est passionnante. OPEP, la production, la normalisation avance. Là, je vous montre le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP. Regardez comme c'est intéressant. Regardez, au plus dur du conflit, hein, comment la production a chuté. Par exemple, la production du Koweït, qui était à 2,5 millions de barils jour, elle est tombée à 0,5. 2,5, c'est tombé à 0,5. Là, on voit que c'est remonté à 1,4 million en juin. Par exemple, même la production de l'Iran avait baissé. La production des Émirats, la production des Émirats arabes unis qui était à 3 millions de barils jour, elle est tombée à 2 millions. Là, elle est remontée à son max. La production de l'Arabie saoudite qui était à 10 millions de barils jour, elle est tombée à 6, elle est remontée à 7 millions de barils jour. Bon, ça reste quand même compliqué, mais vous savez que là, l'OPEP, alors en fait, l'OPEP récemment a réaugmenté ses quotas de production. Alors après, ça c'est très théorique. Il y a des augmentations des quotas de production. Encore, faut-il oui, tu as le droit de produire plus, mais est-ce que vraiment tu vas le faire si tu ne peux pas exporter parce que le détroit est fermé? Non. En fait, ils n'ont pas le choix. Dès que le détroit ouvre, dès que le détroit en fait est fluide, ce qu'ils veulent, c'est reprendre des parts de marché, notamment aux États-Unis, qui eux produisent mais un max. Ce sont des grands gagnants, les États-Unis, de cette hausse du prix du pétrole. Leur production est sur un record. Leur production est sur un record. La production de pétrole est atteint quasiment 22,5 millions de barils jour. C'est quasiment plus de 20% de la production mondiale, qui est à 100 millions de barils jour. Les pays de l'OPEP n'ont qu'une envie, c'est pouvoir augmenter leur production, l'augmenter régulièrement, reprendre des parts de marché. Pour ça, il faut un détroit fluide. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu en juin une normalisation. Beaucoup se disent que ça prend des mois et des mois. Et en fait, on voit qu'en l'espace d'un mois, eh bien, dès que la situation entre les États-Unis et l'Iran s'améliore, très vite, on le voit, les principaux pays membres de l'OPEP ont cette capacité à tout de suite réaugmenter leur production et à revenir quasiment au monde d'avant. Alors ensuite, est-ce que les exportations, elles reviennent au monde d'avant? Ça prend plus de temps, vous le savez, et c'est pourquoi j'ai commencé cette vidéo par la réalité du trafic maritime, en ayant cette moyenne mobile du trafic maritime des bateaux entrants à 7 jours. Tout ça et donc ça, c'est pareil. À partir du moment où l'OPEP augmente sa production et a une volonté de l'augmenter et peut l'augmenter parce que c'est fluide dans le détroit, tout ça exercera des pressions baissières sur le prix du pétrole.
Pétrole, les institutionnels ne jouent pas une seconde vague haussière massive. Écoutez, ce sont les faits, ce sont les chiffres dont je dispose au milieu du mois de juillet. Ces chiffres sont issus du dernier rapport Commitment of Traders de la CFTC. On voit une augmentation des positions short chez les asset managers sur les contrats d'options et contrats futurs sur le pétrole brut US, une diminution de la position nette. Si vous voulez, s'ils s'inquiétaient vraiment d'une explosion du prix du pétrole à 200 dollars, eh bien, la position nette, qui est la différence entre les achats et les ventes, la courbe jaune ici, continuerait de monter. Or, elle rebaisse un peu. Voilà. Alors, elle ne s'effondre pas non plus, d'accord. Mais, en tout cas, malgré la situation géopolitique, pour l'instant, ces institutionnels ne jouent pas une seconde vague haussière massive. Ça peut changer, hein, et ces données ont toujours 4-5 jours de retard. Donc, voilà. Mais, en tout cas, à mi-juillet, voilà donc quelle est la situation. Ce sont des données, bien sûr, que je vais continuer de surveiller. Et je termine par gaz naturel et urée. La situation reste sous contrôle. Gaz naturel et urée, la situation reste sous contrôle. Donc clairement, en ce qui concerne l'urée, RAS, on est là. En ce qui concerne l'urée, notamment granular, donc du Moyen-Orient, le marché est tout en bas, pas de souci. On est toujours dans la situation du monde d'avant. Et par contre, en ce qui concerne le gaz naturel, le contrat européen, le TTF, attention, on est remonté au contact de ce seuil des 56-57. Là, regardez, c'était le plus haut en avril dernier. Il ne faut absolument pas dépasser ce seuil. Là, ça commencerait à être chaud. Quand j'enregistre la vidéo, pour l'instant, donc au stade actuel, eh bien, la situation est sous contrôle, mais ce qui compte de toute façon, c'est avant tout donc le prix du pétrole. Et donc, vous avez donc retenu que le prix du pétrole n'est pas un problème profond d'inflation pour l'économie. C'est ce que montrent les données d'inflation sous-jacente, le TWIMIN, etc. Bien sûr, cela peut changer. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de voir l'inflation sous-jacente largement sous contrôle et de voir d'autres pressions désinflationnistes. Et maintenant, pour le prix du pétrole, est-ce encore un problème sur le plan technique? Oui, tant qu'il est au-dessus de 65 dollars, ce fameux gap haussier ouvert le lundi 2 mars. Mais c'est sous contrôle entre 65 et 80. Alerte rouge au-dessus de 80 dollars. Et ça sent mauvais en cas d'accélération au-dessus de 87 dollars. Donc là, je viens de vous donner les principaux seuils. Maintenant, allez voir les allez voir tout de suite maintenant le prix du pétrole en temps réel. Reprenez la cartographie que je viens de vous donner et pointez où est le pétrole par rapport au seuil que je viens de vous donner. Et vous verrez donc si là les choses se tendent ou pas en cette seconde partie de mois de juillet. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.